Parce que le synopsis, finalement, c'est un document qui va reprendre tout ça. Je vais vous montrer un synopsis d'une UE de type concept. Ce synopsis, euh, donc alors ça c'est un document un peu pédagogique, hein, il est un peu détaillé. Dans la pratique on ne détaille pas autant, mais il avait une vocation formative, hein, ce document-là, donc c'est pour ça aussi qu'il est intéressant. Euh, je vais vous montrer. Donc l'objectif en fait, hein, de ce document, c'est de faire comprendre ce que c'est que le résultat comptable, hein. Donc c'est ça en fait, hein, le sujet du synopsis de l'UE en fait, hein. Donc l'UE, c'est que les gens, à la fin de l'UE, les gens doivent savoir ce que c'est qu'un résultat comptable, hein. Donc une notion de bénéfice, hein, ou de perte. Euh, donc alors là, dans l'UE, hein, j'ai détaillé, je dis que la notion de résultat, elle est importante parce que derrière, on va traiter des notions comptables un peu plus compliquées. Et c'est une UE donc de type concept, parce qu'en fait, le résultat comptable, c'est un concept, hein, c'est une définition. C'est pas une procédure, hein, on peut le calculer, mais c'est trop compliqué pour que ce soit une procédure. Donc c'est vraiment un concept, hein. Qu'est-ce que c'est qu'un résultat comptable, hein? Le bénéfice d'une entreprise, qu'est-ce que c'est, hein? Voilà. Et donc là, alors là, bon, on a une petite introduction assez détaillée en disant qu'on utilise tel modèle graphique, etc. Ça, on n'est pas obligé d'avoir ça tout le temps. Ce qui est intéressant, c'est plus ce qui va arriver après, et le niveau de détail en fait auquel on va descendre. Donc ici, c'est l'organisation globale de ma séquence. Vous retrouvez exactement le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que celui-là il est rose, mais vous avez en fait l'UE de type concept, hein, avec la définition du concept, l'exercice, etc. Et puis, alors s'il y a une petite truc en plus, c'est que là, ça avait été fait pour un client à l'origine, qui avait dans ses méthodes de conception pour le présentiel distingué pour chaque séquence pédagogique une phase de préparation, d'acquisition et d'application. Donc c'est pas tout à fait les trois systèmes, hein, que j'avais évoqués moi tout à l'heure, mais c'était leur vocabulaire propre, hein, d'entreprise. Ils avaient des méthodes de formation, c'est une très grosse entreprise, et ils avaient un bureau des méthodes de formation, hein. C'est la seule fois d'ailleurs où j'ai vu ça dans ma vie. Et donc, du coup, ils avaient normé un certain nombre de choses, c'était assez intéressant. Et donc, du coup, j'avais repris dans le document, évidemment, leur vocabulaire à eux pour qu'ils puissent faire le pont entre ce que je voulais qu'ils pratiquent et puis leur vocabulaire d'origine. D'ailleurs, c'était pas en contradiction, hein, il suffisait simplement de dire qu'est-ce que ça englobait, mais il n'y avait pas de contradiction à proprement parler. Euh, alors, ça, c'est le schéma général, hein, qu'on a vu, et là où on va rentrer dans le synopsis à proprement parler, c'est que on va détailler finalement dans le synopsis les activités, hein, on va décrire les activités, sans décrire les écrans à proprement parler, mais décrire les activités qui vont constituer cette séquence. Cette UE. Donc, si je clique sur la page suivante, on va voir en fait, hein, en quoi consiste le synopsis. Alors, le synopsis, en fait, c'est un plan détaillé. Alors, celui-là est très détaillé, enfin, il est très évolué dans sa forme parce que, évidemment, là, comme c'est un document à vocation pédagogique, je voulais qu'il s'habitue à la méthode. J'avais repris les fameux schémas que je vous ai montrés tout à l'heure. Ça, c'est celui de l'introduction. Donc, je vous les donnerai, hein, tous ces schémas, hein. Il y en a une quinzaine, hein, que j'ai fait. Et donc du coup, je leur mettais en introduction en dessous pour être sûr qu'ils comprennent bien en fait. Mais dans la vraie vie, on met pas ce schéma-là. On attaque directement le plan. C'est-à-dire en fait, on rédige plutôt la partie qui est en jaune ici en fait, hein, le point 3.2 là, la trame de conception. À quoi ça sert le synopsis? Ça sert en fait à détailler un peu l'activité. Donc là, l'activité d'introduction, comme c'était la première introduction du cours, hein, du coup, l'introduction est un peu plus importante que ce qu'on a d'habitude, puisque là, il y avait une petite mascotte, donc elle va se présenter, puisqu'on l'avait jamais vue avant. Évidemment, ça, elle ne se présente pas dans chaque module. Ensuite, on avait pourquoi ce module, l'environnement change, etc. Donc là, l'idée, c'était de ramener un peu le rappel du contexte, hein, de la formation, à qui ça s'adresse, est-ce qu'il y a des prérequis ou pas. Et puis après, une petite question ou un fait qui donne envie un peu d'y aller, hein. Donc là, par exemple, l'idée qu'on a notée, c'était qu'est-ce que c'est que le bénéfice, hein, parce que souvent, bon, les trucs comptables, c'était pour des non-comptables, ça les passionne pas la comptabilité, ça fait pas envie la comptabilité quand on n'est pas comptable. On n'a pas envie de passer ses samedis à faire de la comptabilité pour le plaisir, donc ça peut faire un peu peur. Donc là, l'idée, c'était un peu de les rassurer en disant, finalement,
il faudrait poser une question qui rapproche la notion de bénéfice pour l'entreprise et pour le particulier. Finalement, tout le monde sait ce que c'est que le bénéfice, parce que chacun fait ses comptes, et puis à la fin du mois, regarde s'il reste quelque chose, etc. Donc finalement, bénéfice pour l'entreprise, c'est un peu la même chose. Et, et donc l'idée, c'était un peu de dramatiser en disant, bah, finalement, vous savez le faire, mais les comptables, c'est des gens qui se cachent derrière un vocabulaire complexe, comme tous les techniciens, hein, les experts et les professionnels. Et donc, du coup, on a du mal à accéder à la compréhension parce que le vocabulaire nous gêne, en fait. Alors, il n'y a pas que ça, hein, c'est un peu plus subtil que ça, mais l'idée, c'était quand même de dédramatiser. Et puis, après, on va énoncer les objectifs de la séquence et puis l'organisation de la séquence. Donc, on retrouve, hein, les éléments que l'on voit à l'intérieur d'une séquence de type... enfin, comment j'ai appelé ça moi tout à l'heure, le système d'entrée. Voilà. Ce document sera dans Moodle, hein, tout à fait. Tout ce que je vous montre, hein, ce sera en ligne. Alors là, ce que l'on peut voir aussi, ce qui est très important, c'est qu'il faut cadrer quand même le temps, en fait. Et donc l'avantage d'un module comme celui-là, enfin d'un synopsis comme ça, c'est que du coup, on peut commencer à se dire bon alors là, ça va me faire un écran où la mascotte elle se présente, ensuite une petite question, donc ça c'est encore un écran. Il faut qu'ils lisent la question, qu'ils répondent, il y a un petit feedback. Et donc là, du coup, on peut commencer à dire bon, la mascotte elle va se présenter, ça va durer quelques secondes, etc. On est sur une durée d'environ 3 minutes. Bon, c'est ce qui était estimé là. Voilà, alors c'est indicatif, mais du coup ça permet de voir aussi après si on est bien dans les 20 minutes, les 30 minutes, enfin vous savez, hein, tout ce cadrage-là qui est toujours un peu délicat à faire. L'avantage c'est quand on fait un plan comme ça, à ce niveau de détail-là, on peut assez bien appréhender en fait la durée. En tous les cas, s'en faire une idée, c'est pas sûr que ce sera, après on verra bien ce qu'il y a dans les écrans, hein, mais on peut avoir une cible, hein, quand même une idée un peu cible. Et puis là, ce que l'on voit à l'horizontale, hein, les petits traits. Alors ce que j'ai pas dit, c'est évidemment, mais ça vous l'aviez sûrement remarqué, il y a une corrélation entre mes cases ici, mes 4 cases du schéma, et la première colonne en jaune, hein, qui comprend évidemment 4 cases. Et puis les traits horizontaux qui sont les traits à l'intérieur des cases jaunes, hein, par exemple, on voit que sur le rappel de contexte, on en a 4. Ça peut être déjà une première idée d'un découpage en écran. C'est juste une première idée, on n'est pas obligé de rester sur cet élément-là. Quand on concevra les écrans, on le verra dans la conception détaillée après, on peut changer d'avis, on peut modifier ça. Mais ça peut donner déjà une petite indication. Alors ça c'est l'introduction, c'est pas le plus spectaculaire. Si on va dans l'exposé inductif, puisqu'on avait choisi là pour le coup d'avoir une approche inductive en disant finalement pour dédramatiser un peu les choses, on va dire aux gens, en fait, vous savez ce que c'est que le résultat. D'ailleurs, vous allez être capable d'en produire la définition vous-même. Simplement, si on vous pose des questions, si on vous met des situations et vous pose des questions. Et donc, du coup, on retrouve mon approche inductive de tout à l'heure. Hein, c'est le même schéma que celui que je vous ai présenté. J'ai juste rajouté ici fois n, parce qu'évidemment, il peut y avoir plusieurs questions, pas forcément une seule. Et puis, on retrouve la trame de conception qui correspond en dessous. Donc là, par exemple, sur l'approche inductive, on va dire, on va déjà faire l'objet de l'exposé. Alors, le texte qu'il y a, hein, dans les colonnes blanches, là, la deuxième colonne du tableau de la trame de conception, c'est du style télégraphique, si vous voulez. C'est un plan détaillé, on n'a pas besoin que ce soit très bien rédigé. On s'en fiche. L'idée, c'est juste de noter les idées. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à sentir la progression pédagogique là, dans la séquence. En fait, voir comment les choses vont s'enchaîner, quelle est la logique, en fait. Donc là, on va dire, comme on fait de l'adductif, on va prendre un cas. Alors, on va dire, prenons un cas, et donc on va poser une question, et la question, en fait, donc on va la typer ici. On va dire un peu le genre de question qu'on va poser. On la rédige pas, parce que on fera ça plus tard, en fait, quand on concevra chaque écran. Mais déjà, on va se dire, là, par exemple, je vais poser une question où je vais proposer des comptes d'entreprise, je vais proposer des postes de comptes d'entreprise aux gens, aux apprenants. Et puis je vais leur dire, tiens, quel est le résultat de l'entreprise? Puis je vais leur faire 3 propositions. Et puis là, ils vont voir qu'il y a des postes qui ont l'air plutôt d'être des revenus, des choses qui sont plutôt des dépenses. Enfin voilà, ils vont commencer à faire le tri. Et l'objectif que l'on veut, c'est leur montrer que le résultat, c'est une soustraction, hein, c'est une différence.
C'est une différence entre deux choses en fait. Donc c'est important la définition. Et ça en fait ils sont capables de, enfin les gens ils sont capables de s'en rendre compte. Hein. Ils savent bien que chez eux, leur salaire il rentre et leurs dépenses elles sortent et ce qui reste c'est bien la différence, c'est pas la somme des deux. Ce serait bien, mais c'est pas comme ça. Donc euh, donc du coup voilà on a ça. Alors vous voyez que ici par exemple les comptes de l'entreprise que je vais présenter, j'en suis pas là. Je déciderai plus tard de savoir si je présente quel terme j'utilise, quel montant je mets, etc. Tout ça, on le fera au moment de la conception détaillée. Mais là, on va juste dire, voilà, j'imagine poser une question là-dessus, hein, déjà. Et puis, j'imagine aussi que je fais un feedback étoffé, et ce feedback étoffé, il va être finalement, j'imagine faire la définition de mon compte de résultat comme une espèce de schéma, et donc ce schéma il va se construire petit à petit au fur et à mesure qu'on va poser les questions. À chaque fois, en fait, qu'on va poser une question, ça va permettre d'enrichir la définition du résultat, et on va enrichir notre schéma en même temps. Et à la fin, on aura un schéma complet, on aura construit la définition ensemble. Ça, c'est un parti pris pédagogique. Vous voyez bien qu'on est bien dans de la conception déjà là. Hein. C'est pas mécanique ça. Hein. Il faut imaginer les choses. Mais par contre, on ne les imagine pas jusqu'à dessiner le schéma, en fait. Hein. On le fera plus tard, ça. Donc, on voit, il y a une histoire de débauche de tableau, on parle de charge de produit, on commence à poser un peu le vocabulaire, et puis après, on dit, on va prendre un autre cas. Et là, on va prendre des charges et des produits avec des fréquences différentes. Là, l'idée, c'est de leur montrer qu'un résultat, ça se calcule sur une période donnée, entre une date et une autre date, et que donc toutes les dépenses et les recettes qui sont pas, les charges des produits qui sont pas rattachées à ce résultat-là, enfin cette période-là, en fait, ne doivent pas rentrer dans le calcul. En fait, hein. Quand vous faites vos comptes, vous comparez les dépenses du mois avec le salaire du mois, pas les dépenses de 6 mois avec le salaire d'un seul mois. En fait, hein. Donc là, c'est la même idée. Euh, euh, Voilà, je regardais s'il y avait. Non, bah, c'était une explication tout à fait claire de Dalila sur l'inductif par rapport au déductif. Merci Dalila. Donc je regardais si c'était pas une question. Donc voilà. Puis voilà. Puis après la question 3, on va dire bah voilà, il y a des choses qui sont des charges, puis des choses qui sont des investissements. Enfin, donc il y a quelques subtilités. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait pour construire ça? On est reparti de la définition de ce que c'est qu'un résultat. On a regardé qu'est-ce qui composait la définition et on a posé des questions sur chaque élément de la définition pour pouvoir la construire progressivement en partant en fait de la réponse des gens. Donc on est bien dans une démarche inductive puisqu'on leur dit pas bah voilà la définition du résultat c'est ça puis après je vais essayer de vous en montrer plusieurs pour voir si vous êtes d'accord, si vous savez le reconnaître ça. Là on va construire la définition ensemble et après on manipulera ce résultat. Euh, donc si je poursuis mon document, on va arriver à une question 4, où là on va changer un peu l'activité avec chasser l'intrus, et puis on va proposer des charges qui sont je sais plus, des charges voilà, normales et puis des charges exceptionnelles pour montrer que le résultat, voilà, il comprend toutes les charges, etc. Enfin, je me souviens plus bien hein, parce que ça fait longtemps que j'ai fait ça. Mais et puis à la fin, on va arriver à énoncer le principe parce qu'on a construit notre schéma général, donc on est capable de le redéfinir et puis on va pouvoir faire par exemple le lien avec le cas initial ou par exemple le cas de l'entreprise. Hein, là c'était le cas ici. On dit bah voilà, vous avez vu construire un résultat. Bah, dans votre entreprise, le résultat, celui que vous voyez dans les comptes, que si vous allez, je sais pas quoi, là c'était une grande entreprise, donc ils étaient publiés, il y avait une plaquette chaque année, on en parlait peut-être à la radio, je sais pas quoi, ou dans la presse financière, et bien le résultat que vous avez, il est calculé comme ça. Alors évidemment, c'est compliqué, c'est plus subtil que ça après dans le détail, mais les principes c'était bien cela. Et donc là, on estime, on a une durée indicative ici qui montre que, oh là j'ai écrit par-dessus, qu'on est voilà, une dizaine de minutes pour faire cette activité-là. Et puis on va continuer et ainsi de suite en disant bah tiens maintenant je vais proposer un exercice pour valider que la personne a bien compris en fait de quoi on parlait. Alors là j'imagine un exercice en 5 questions. Donc là on est sur un quiz formatif, c'est un quiz où je vais poser des questions et je vais avoir des feedbacks riches. Ce qui m'intéresse c'est de poser les questions pour avoir le prétexte de reformuler, hein, c'est ça qui m'intéresse ici. Et donc, je vais avoir 5 questions, et là on commence à dire un petit peu de quoi vont parler les questions. Et là, par exemple, dans ces questions-là, l'idée c'était de reprendre en fait des questions qui étaient très proches de celles qu'on avait posées dans la méthode inductive. Simplement, voilà,
voilà, mais en changeant les données, etc., pour voir si les gens ce coup-ci répondaient bien. Dans l'inductif, si les gens se trompent, c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est un prétexte pour amener les choses. Là, on commence dans le quiz formatif, on essaie d'évaluer s'ils ont compris, on essaie de leur donner des points de repère. Donc à ce moment-là, le fait d'avoir une bonne réponse est important, parce que voilà, on veut juger si les gens ont bien compris. Voilà. Donc du coup, on va essayer de pas les bloquer au départ, pas leur poser des questions difficiles. Les 3 premières questions, elles vont être très proches de celles qu'ils ont eues. Certaines sont même quasiment identiques à celles qu'ils ont eues dans la première étape. Et puis la 4 et la 5, elles sont un peu plus, voilà, elles sont un peu plus costauds pour voir si bon, le concept est acquis et que si on le pousse un peu plus loin, si on commence à rentrer 2-3 subtilités, est-ce que ça résiste toujours, quoi, hein, c'est un peu l'idée. Voilà, donc là on a du quiz formatif. L'intérêt du quiz quand on est en auto-formation, c'est que ça permet de reformuler. Dans notre première approche, on a posé des questions, il y a eu des feedbacks, on a fait une synthèse, un feedback étoffé, c'est déjà 2 formulations, c'est pas mal, mais ça peut ne pas suffire aux gens pour avoir compris, surtout que c'est une notion nouvelle pour eux, et il y a un vocabulaire spécifique, il faut faire attention à tout un tas de choses. Là, avec le quiz, ils ont droit à une autre formulation, c'est-à-dire que le feedback va reformuler encore différemment les choses, et tous les gens qui animent des formations dans une salle savent bien qu'on n'arrête pas de reformuler, d'en expliquer en répondant à des questions, etc. Donc, voilà, donc c'est pour vous montrer, et puis après ça continue, hein, on a après, je sais plus, une étude de cas, où là on va demander aux gens, on va leur poser un cas un peu plus compliqué, puis on va leur demander de se positionner, d'imaginer, de calculer un résultat, etc. Donc jusqu'à ce qu'on arrive à conclure, en fait, hein, donc là je vais vous passer les détails, parce que après c'est toujours pareil, en fait, on positionne en fait l'activité, et à la fin, on a en une trentaine de minutes positionner, développer le concept de résultat d'entreprise dans le cadre d'une UE, en ayant fourni à l'utilisateur à la fois une découverte de la notion, un entraînement et puis une évaluation à la fin avec une étude de cas qui est un peu plus subtile, voilà, et qui lui permet de valider qu'il a bien compris en fait ce qu'on voulait qu'il comprenne. Parce que derrière, on va lui demander, après, on va lui expliquer que le résultat, on peut le décomposer en résultat intermédiaire et qu'il faut comprendre la logique. Et donc, il faut être sûr que déjà, le résultat soit bien une notion parfaitement comprise par les apprenants. Donc, vous voyez que on est dans une logique ici hein, de conception pédagogique. Le synopsis, c'est une espèce de trame détaillée, mais pas jusqu'au dernier niveau de détail. C'est-à-dire que les exercices, les questions, on les a pas formulés, on n'a pas choisi les bons mots. Ça, c'est ce qu'on fera dans la conception détaillée. Et c'est un travail à part entière, la conception détaillée, parce que trouver la bonne question, hein, le bon wording de question, trouver les distracteurs qui vont bien, trouver, là comme il y a des applications numériques, trouver les bons chiffres qui permettent de ne pas avoir de confusion, de bien comprendre la notion de ça, c'est un travail à part entière, ça, qui est différent hein, de ce travail de plan et de progression que l'on fait. Donc passer par cette notion de synopsis, c'est aussi garantir en fait que on suit une démarche structurée. La deuxième chose aussi que ça présente comme avantage, c'est que si vous avez un commanditaire, c'est-à-dire si vous avez quelqu'un qui vous a passé la commande en fait de cette formation, il va falloir quand même que vous lui fassiez valider votre conception. Et ce type de document est assez facile à valider par le commanditaire parce que vous pouvez raconter l'histoire du module en fait. Alors que après, vous le verrez la prochaine fois qu'on parlera du storyboard. Le storyboard est un document qui est beaucoup plus détaillé puisque là on va détailler ce qu'il y a dans chaque écran avec le niveau de détail le plus fin. Et le storyboard, ça devient vite des documents très importants, très volumineux. Et du coup, le commanditaire n'arrive plus à... Enfin, il valide tout un tas d'écrans successifs, mais il perd le fil global de la progression pédagogique. C'est le dernier document, celui-là, où on voit la progression pédagogique des séquences. Parce que on peut faire en quelques pages, vous avez vu, hein, et encore là, il y a tous les schémas dedans, donc ça grossit quand même beaucoup les choses, mais en une séquence de 30 minutes, on peut arriver à faire une trame de conception qui tienne en 3 pages, quoi, 3-4 pages. Donc 3-4 pages, c'est encore lisible pour quelqu'un qui doit le valider. C'est aussi quelque chose que vous pouvez présenter dans une réunion, hein, soit en classe virtuelle, soit en réunion physique, pour expliquer votre démarche, un petit peu comme je viens de le faire. Vous avez vu, là, en 15 minutes, j'ai pu voilà, expliquer quelle était la
démarche. Et du coup, si en face de moi, peut-être parmi vous, il y a des gens qui connaissent la comptabilité, vous étiez pas d'accord avec la démarche proposée, que vous disiez ah oui, mais non, là, je trouve que tu vas un peu vite, ou là, mais tu es occulté dans la définition, il faut quand même aborder ce thème-là, etc. C'est des choses qui sont discutables en fait à ce moment-là, parce que ça ne rend... c'est facile de modifier un document comme ça, on rajoute un truc, on retire un truc, on efface, on bricole, jusqu'à ce qu'on soit d'accord en fait avec ce niveau de progression. Et après, on peut investir dans... En fait, après, on va remplir chaque ligne qui est ici. En fait, après, il va falloir, si on dit ça, c'est un écran, le truc qui s'appelle présentation du cas général, là, eh bien, il va falloir dessiner l'écran qui présente le cas général. Il va falloir imaginer la voix qu'il va y avoir, s'il y a de la voix off qui explique, qui accompagne ça. Qu'est-ce qu'on affiche sur l'écran? Est-ce qu'on affiche des images, du texte, des chiffres? Qu'est-ce qu'on affiche exactement? Tout ça, il va falloir le déterminer. Et ça, ça nécessite des compétences pointues aussi, et il faut que la personne qui fasse ça, elle soit complètement déchargée du plan, parce que c'est deux exercices mentaux assez différents, et donc concevoir un écran correct, ça nécessite une concentration complète, intégrale. Et donc il ne faut plus avoir à se poser la question de pourquoi je fais cet écran-là à ce moment-là. Il faut que ce soit dans le synopsis. Si vous travaillez avec des outils de rapid e-learning, ou si vous travaillez seul aussi, parce que vous faites la conception, la réalisation, etc., on peut s'arrêter au synopsis. Souvent, on ne fait pas de storyboard quand on est tout seul, ou quand on utilise un outil de rapid learning, on passe directement à la réalisation après ce document-là. Donc c'est important, si vous n'avez pas de storyboard, si vous passez directement en réal, d'avoir ce document-là pour avoir quelque chose à valider en conception avant de passer à la réalisation, si vous avez un commanditaire. Parce que sinon, il va regarder que la réalisation, et si ça ne lui plaît pas, vous allez tout refaire. Alors que là, si la progression ne lui plaît pas, il va vous le dire avant que vous ayez engagé trop de frais. C'est important hein, ça, dans la gestion de votre projet. Hein. Donc voilà. Donc pour moi, c'est un document important, le synopsis. Après, vous pouvez décider de le détailler un peu moins. Hein. Jacques, moi là, je vous ai montré un truc très abouti dans lequel vous voyez bien qu'il y a de la réflexion. Pour arriver à ça, il a fallu interroger des experts, se renseigner sur ce que c'était que le résultat, etc. Enfin, on ne peut pas le faire de but en blanc comme ça. Hein. Ça nécessite une réflexion. Mais ça, c'est le travail de conception générale. Hein. Donc vous ne pourrez pas faire l'économie de ça, vous serez bien obligé de faire un plan détaillé à un moment donné, donc à la limite autant le faire sous cette forme-là, parce que du coup ça vous oblige à le structurer en fait et à le rendre clair, intelligible et facilement exploitable. Dans les grands projets, celui qui rédige ça par exemple, c'est pas forcément celui qui va concevoir les écrans. Et donc, hein, je crois que je vous avais parlé du concepteur pédagogique et du rédacteur, par exemple, dans les profils, hein, lors du regroupement l'autre jour. Eh bien, dans les grands projets, le concepteur pédagogique qui fait les synopsis, mais il ne va pas rédiger. S'il y a des heures et des heures de contenu, c'est matériellement impossible de rédiger tous les écrans, ça prend beaucoup de temps. Donc il va souvent rédiger certains écrans. C'est rare qu'on fasse que des synopsis quand même. En général, on fait quand même aussi du storyboard, mais il y a d'autres gens qui vont faire du storyboard et ils vont le faire à partir des synopsis que vous avez conçus, vous. Et donc, il faut que ce soit parfaitement clair pour qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire. Donc ça sert de document de référence. Voilà. Donc évidemment, on va être plus ou moins détaillé en fonction de si on le fait soi-même, si on doit le faire à quelqu'un d'autre. Il faut être d'autant plus clair dans l'explication. Le contexte de votre projet va déterminer quand même pas mal la forme de ça. Il n'y a pas de forme normée. Là, je vous ai montré un produit un peu abouti. Ça peut être plus simple hein, si on est tout seul, si on veut aller plus vite, etc. Ça peut être même un peu plus compliqué si on est dans des cas de démultiplication importants. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais vous montrer par rapport à ce synopsis. Alors, en cas d'externalisation de la production d'un cours par un organisme de formation, c'est l'organisme de formation qui fait le synopsis ou le prestat. Non, en général, c'est le... Alors, c'est rarement l'organisme de formation, ça peut être le prestat tout seul ou ça peut être une activité conjointe. C'est quelque chose qu'on peut faire à plusieurs, ça. Par exemple, si vous avez un formateur dans l'organisme de formation, dans ces cas-là, le concepteur côté prestataire, il peut très bien dire, bah voilà, on s'enferme une journée ou deux avec le formateur, on met tout à plat et puis on sort tous les synopsis qu'il faut sortir.
C'est un truc qu'on peut faire en s'enfermant, hein, avec des ateliers, des workshops comme ça, un peu d'une journée, de 2 journées, etc. Et on peut le faire ensemble. Sinon, le Prestat, ce qu'il fait, moi, c'est mon boulot, hein, ça je le fais depuis très longtemps. Euh, il interviewe l'expert, parce que par exemple, c'est quand il n'y a pas de formateur, hein, que c'est un expert, il interviewe l'expert, il récupère la matière, il essaye de comprendre et il propose une trame en fonction des discussions qu'il a eues avec l'expert. Il propose à l'expert, et l'expert il valide, il va amender, etc. Quand on ne connaît pas du tout la matière, évidemment, on n'est pas juste du premier coup, en fait, mais on dégrossit. Et un expert comptable, par exemple, il ne va pas trouver tout seul une démarche inductive pour trouver le compte de résultat, etc. Il n'arrivera pas à ce niveau de détail-là parce que c'est pas son boulot, parce que ça va lui demander un effort trop important. Si vous explique ce que c'est que le résultat comptable, enfin, quand vous êtes dans une définition, que c'est un concept, si vous voulez, la méthode inductive, c'est de dire je prends la définition et j'essaie de la reconstruire. Donc, vous pouvez le faire avec n'importe quel genre de définition, ça marche quasiment en fait. Donc il y a quand même des techniques, si vous voulez, qui sont complètement transverses au contenu en fait. Je crois que je vous l'avais dit la dernière fois, mais euh, il y a presque un avantage, si vous voulez, à pas comprendre le contenu quand on fait de la conception, parce que du coup, on va être beaucoup plus attaché aux formes, euh, à la progression pédagogique, au type d'activité, à la variété des activités, etc. Alors que quand on est dans le fond, c'est beaucoup plus dur finalement parce que on a tendance à aller tout de suite dans le contenu en fait. Alors que finalement, le fait de rien comprendre est une espèce d'avantage. Vous savez, c'est l'avantage du naïf, quoi. C'est celui qui découvre et puis lui, il a besoin de comprendre en fait. Donc il est obligé de se faire des schémas mentaux qui lui permettent d'appréhender le truc nouveau en face duquel il est. Et donc il va chercher à reconnaître des formes, hein. Quand vous êtes concepteur, en plus c'est votre boulot, donc des formes vous en avez plein en tête, et vous essayez de voir à quelle forme vous allez appliquer en fait à ce problème-là spécifique. Et vous n'avez pas besoin de rentrer beaucoup plus loin, parce que par exemple pour rédiger le synopsis tel que je l'ai rédigé là, vous n'êtes pas obligé de savoir calculer un résultat. Euh, Puisque finalement vous n'avez mis aucune donnée chiffrée, vous n'avez fait aucun wording précis en fait de questions. Donc vous n'êtes pas pris les pieds dans le tapis de ce qui de l'expert là. Si vous rédigez une question qu'elle est imprécise, l'expert il va vous tacler parce qu'il va dire mais non c'est pas comme ça qu'on dit. Et là, effectivement, l'IA est légitime pour ça. Par contre, pour trouver la forme sur comment il faut amener le truc, avec un style télégraphique comme ça, là, vous êtes tout à fait compétent. Et je pense que là, il y a une vraie valeur ajoutée de celui qui est extérieur. C'est pour ça que c'est souvent un, voilà, un dialogue, on va dire, ou une activité de collaboration, hein. Alors après, le dosage, hein, c'est chaque projet, c'est en fonction de ce que les gens veulent faire, soit pour ce projet-là, soit même pour les projets suivants. Il y a des gens qui veulent, dans l'organisme de formation, en fait, travailler avec le prestataire pour pouvoir être autonome pour les autres formations qu'ils vont vouloir mettre en ligne par la suite, hein. Moi, je fais beaucoup de missions comme ça, où on travaille en binôme, et puis après, les gens sont autonomes. Enfin, c'est l'objectif, et normalement, si on travaille comme ça, on l'atteint sans difficulté. Donc, oui, il y a pas besoin de comprendre, en fait, il n'y a pas besoin de comprendre le contenu. En tous les cas, il faut essayer de rester le plus éloigné. Il faut essayer de pas trop se laisser séduire par le contenu, en fait, pour pas commencer à voir les travers de l'expert, en fait, le plus longtemps possible. En fait, c'est vachement dur parce que quand vous travaillez, moi j'ai la chance de travailler, d'avoir fait des dizaines et des dizaines de projets dans des domaines extrêmement variés, hein. Je fais des choses vraiment de toute nature, hein. En ce moment, je travaille sur, je sais pas, la gestion comment optimiser le cash, hein, dans l'industrie, hein, pour un gros industriel. Je fais un module sur les bases de l'islam, hein, pour les gens qui s'occupent de sécurité. Je fais voilà, donc mes sujets, je fais l'égalité filles-garçons pour l'éducation nationale. Je fais voilà. Donc tout ça, c'est des choses que je fais en parallèle. Je fais la loi anticorruption aussi. Enfin, non, j'ai 5 ou 6 thèmes là, ou peut-être 10, enfin en parallèle en ce moment. Et donc évidemment, vous rencontrez que des gens qui sont super bons dans leur matière, des gens que vous auriez jamais rencontrés sans ça. Donc tous les experts ont des trucs super marrants à vous raconter, super intéressants. Puis si vous êtes un peu curieux, je pense qu'il faut être un peu curieux pour faire ce boulot en plus. Donc vous vous laissez happer très facilement. En fait, il faut essayer voilà, d'avoir un peu de retenue, enfin en tout cas le plus qu'on peut, le plus longtemps possible, jusqu'au moment où effectivement après on rentre dans le détail. Mais vous savez, c'est sur le plan qu'il faut essayer d'être bon en fait, parce qu'après dans le détail des écrans, là vous êtes obligé de rentrer un peu plus dans le contenu, ou alors vous faites rédiger l'expert.
C'est aussi une autre technique, hein. Mais là, vous êtes obligé de rentrer de manière un peu plus intime en fait dans le contenu. Mais jusqu'au synopsis, il faut essayer de pas y être pour pouvoir dégager les formes en fait de manière le plus neutre possible, le moins pollué possible. Euh, euh, Oui, il faut faire. Faut pas, non, faut pas forcément faire beaucoup de recherches. Vous savez, enfin, quand vous connaissez pas le contenu, vous avez forcément quelqu'un qui le connaît en face de vous. Sinon, vous pouvez rien faire si vous êtes tout seul. Donc en fait, c'est de l'interview. C'est en fait, vous posez toujours la même question. Vous dites, sortez-moi les 10 points clés. C'est des exercices comme ça. Vous avez 5 minutes pour m'expliquer ça. Je veux comprendre en 5 minutes. Allez-y, je vous écoute. Euh, et ça, vous ne lui demandez pas de préparer. Il faut que ça sorte spontanément. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui va sortir en premier, en fait. Et vous prenez des notes. Vous dites, bon, alors vous m'avez dit ça, ça, ça. Et après, vous reformulez. Et vous voyez, en fait, si effectivement, on vous corrige ou pas. Et ça vous permet de voir à peu près quel est votre niveau de compréhension, d'appréhension du sujet. Et après, les formes, si vous voulez pas travailler en chambre complètement, moi, dans les interviews, quand je vois par exemple le cours de résultat, on m'explique ce que c'est. Bon là, pour le coup, je savais ce que c'était parce que c'est ma formation de base, mais si je connaissais pas, j'apprends de ce truc-là. Et donc moi je me dis bon, si je vous dis ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on fait chez soi, euh, et que je pars sur un mode inductif ou analogique, par exemple analogique entre les comptes de chez moi et les comptes de l'entreprise, est-ce que ça vous paraît idiot ou pas? L'expert il est capable de répondre à ce genre de choses en fait. Il n'est pas capable de mettre en forme, de mettre en œuvre, mais il est capable de dire si c'est une bonne idée ou pas. En tous les cas, vous allez bien voir comment il réagit. Et ça vous permet à chaud tout de suite en fait de lancer des idées en se disant, bah, je sais pas, je pense à ça comme ça, je réfléchis tout haut, je pense à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, vous voyez si réagit bien. Est-ce que l'analogie elle est tenable? Par exemple, l'analogie c'est toujours compliqué. Il faut savoir si on est capable de la tenir. Vous, si vous connaissez pas bien le contenu, vous n'êtes pas capable de répondre à la question. Mais en même temps, il y a des signes qui vous montrent que l'analogie ce serait quand même pas idiot dans ce cas-là. Vous voyez, donc on est toujours comme ça en fait, hein, sur une espèce de fil. Donc c'est pour ça que je parle de dialogue, c'est vraiment ça. Vous pouvez pas travailler tout seul. Et en même temps, vous savez faire des choses, vous allez être capable de sortir des choses que l'expert, lui, va avoir du mal à sortir. Et c'est bien dans la qualité de la collaboration que la qualité du contenu va sortir, hein. Si on ne parle pas aux experts, ça sort jamais rien de bon. Si. Il faut qu'il se passe quelque chose. Moi, il y a des projets où on change de concepteur, hein. Ça m'est arrivé, moi, c'est pas très fréquent, mais ça m'est arrivé plus d'une fois hein, de laisser tomber parce que finalement ça accrochait pas avec l'expert. Enfin, je sais pas, il y a un truc, on n'arrivait pas à se comprendre, il y a un truc qui passait pas, donc au bout d'un moment, vous changez, quoi. Vous dites, bah, ça vient sur. De toute façon, vous pouvez pas changer l'expert, donc il faut changer le concepteur, hein. Donc je disais à un de mes collègues, bah, vas-y, quoi. Enfin, et puis voilà, j'ai expliqué au client, écoutez, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une impasse. Ce que je vous propose, c'est de changer d'interlocuteur. Je vais vous proposer quelqu'un d'autre, et puis on va voir si ça se passe mieux. Et d'ailleurs, il arrive que ça se passe mieux, hein. Puis des fois, bah non, parce que le problème n'est pas là, et donc de toute façon, on pourra fournir tous les concepteurs qu'on veut. De toute façon, ce sera toujours le même problème. J'ai aussi ces cas-là et là, au bout de 3 experts, on finit par jeter l'éponge en disant, bon, on arrête tout parce qu'on n'y arrivera jamais, quoi. Donc ça peut arriver. Heureusement, c'est exceptionnel, mais ça peut arriver aussi. Donc on voit bien que ça reflète bien la qualité du dialogue. On ne peut pas travailler sans un minimum de collaboration. Euh, alors, l'interview d'experts et les questions clés à poser. Je l'ai jamais fait ça, mais je pourrais peut-être le faire. Ouais, c'est pas idiot, c'est une interview. Moi, je pourrais enregistrer des interviews. Ouais. Alors j'en ai pas sous la main parce qu'en général, je détruis j'en enregistre, hein, c'est un truc que je fais souvent, euh, notamment pour des questions de vocabulaire, parce que des fois, je prends les notes que je prends, je suis pas toujours sûr du terme, etc. Donc je demande aux gens s'ils sont d'accord pour que je les enregistre, et puis après, je leur promets de détruire les bandes, hein, parce qu'il se dit dans les réunions de conception des choses qui doivent pas sortir. Euh, donc là, ce que je pourrais faire, c'est, bon, moi, j'ai pas de bande actuellement là parce que je les détruis au fur et à mesure, mais ce que je pourrais faire, c'est la prochaine fois que j'enregistre, demander à un expert s'il est d'accord pour que je les réutilise en neutralisant, en retirant les noms, etc. Et puis en retirant
tirant, en mettant des bips sur les trucs un peu qui permettraient de reconnaître, hein, pour neutraliser un peu les choses. Mais pour vous donner une idée de la forme et de la manière dont ça se passe, ouais, ce serait une bonne idée. Je vais y penser à ça. Après, sur les guides d'entretien, ça, je vais vous fournir des choses. Je suis en train de travailler là-dessus là, avec un collègue québécois. On est en train de travailler là-dessus là en ce moment. Donc j'aurai des choses à vous fournir, je pense, d'ici 3 semaines, un mois à peu près en fait, hein. On est en train de travailler sur un bouquin où on veut mettre justement des grilles et donc on est en train de les finaliser là. Euh, alors le plan qui permet de vendre le projet aux commanditaires, bah en fait, il y a pas de solution miracle. Ce qu'il faut, c'est arriver à le convaincre quand même que la stratégie qu'on propose est la bonne. Euh, Ça, on peut s'appuyer sur l'expertise, sur son expertise en disant, écoutez, si vous faites appel à moi, c'est que c'est moi le professionnel, donc a priori, vous êtes quand même un petit peu obligé de m'écouter. Ce qui ne veut pas dire que on discute pas et qu'on négocie pas, hein, mais euh, il faut quand même se positionner comme expert. Après, la deuxième chose qui est importante aussi à savoir, c'est que c'est pas toujours simple, parce que il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils savent comment il faut expliquer, en fait, hein. La formation, vous avez souvent des gens qui disent mais c'est pas comme ça qu'il faut expliquer. Bon, et là, des fois, on vous demande de faire des trucs qui sont bizarres, hein, parce que c'est l'idée que le gars il a eu. Voilà, on ne sait pas d'où ça sort, mais vous voyez, ça deviendrait à l'idée de personne de vous dire que à un gars qui est spécialiste de la construction du pont que c'est pas comme ça qu'il faut construire un pont. Ça, personne ne se permettrait en fait. Mais dans la formation, c'est assez fréquent qu'on vous explique que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, et votre expertise est pas si reconnue, enfin, est pas si nette que ça, si vous voulez, hein. Ça paraît un peu flou pour les gens, etc. Donc ça, c'est un écueil. Donc il faut arbitrer. Voilà, ça dépend beaucoup des interlocuteurs, du contexte du projet. C'est pas toujours facile. Je sais par exemple, hein, que quand un ingénieur pédagogique est en face d'un éminent professeur ou d'un formateur réputé, eh bien quand il propose une option pédagogique à cet expert mondialement reconnu, ça c'est pas toujours accepté, même si la solution proposée est pertinente. Et parfois, la différence de statut fait que bah, c'est pas la bonne solution qui est retenue, c'est la solution du chef, quoi. Donc, et ça, il faut essayer de lutter contre tant qu'on peut. Puis au bout d'un moment, bah voilà, de toute façon après on peut plus, hein, donc tant pis, hein. Votre boulot, c'est aussi de prévenir, si vous voulez, hein, quand on va dans le mur. Et que moi, c'est ce que je dis aux clients. À la limite, moi, je m'en fous que ça marche ou que ça marche pas. C'est pas mon problème à moi, en fait. Moi, mon boulot, c'est de vous dire, si on fait ça, ça risque de moins bien marcher que si on fait ça, voire ça risque de pas marcher du tout. Donc moi, on peut me reprocher de pas l'avoir dit, parce que je suis l'expert et si je le savais, je dois le dire. Euh, Maintenant, si on me dit, oui, mais moi je pense autrement et c'est comme ça que je veux que vous fassiez, moi je fais ce qu'on me dit, hein. Alors, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je pense qu'il ne faut pas en avoir d'ailleurs, parce que on a un devoir d'alerte, de dire bah, attention, voilà, moi je vous dis en tant que professionnel que c'est pas ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de danger, si vous voulez. Quand on est architecte, évidemment, si la maison ne tient pas debout, c'est dangereux, on ne peut pas le faire. Nous, en formation, c'est pas grave, hein, c'est beaucoup d'énergie, d'argent dépensé pour rien, mais c'est l'argent du client, hein. Donc si vraiment il a envie de faire des trucs idiots, bah, faisons des trucs idiots, hein. Bon, c'est pas passionnant à faire comme projet, mais enfin, faut bien que tout le monde mange aussi. Enfin, il y a un moment donné, ça fait partie du job, hein, voilà, on est obligé, hein, voilà. C'est rare qu'on soit dans des situations où on soit obligé de complètement arrêter parce que vraiment là ça va plus du tout. Euh, non, on rédige pas le synopsis en avant-vente en général, sauf si on vous en demande un spécifiquement, dans le cas d'une sélection, par exemple dans un appel d'offres, comme on peut demander une maquette, hein. Ça, c'est des choses qui se pratiquent parfois. Mais sinon, le synopsis, de toute façon, il faut quand même que vous rencontriez l'expert, sauf si c'est vous qui le produisez, hein, quand vous répondez à un appel d'offres et qu'on vous demande de fournir l'expert, ça peut arriver. Mais en général, on ne vous demande pas ça avant parce qu'il y a quand même un travail avec l'expert qui est nécessaire pour arriver à faire le synopsis qui va bien. Donc en général, le client ne va pas engager des frais internes de mise à disposition d'experts avant d'avoir sélectionné le prestataire, surtout s'il est obligé de dupliquer ça avec tous les prestataires qu'il imagine. Ça coûterait trop cher en fait. Donc en général, ça se passe vraiment après, hein, après que la vente soit faite.